bien. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, bonjour. Alors, je ne sais pas, je vais démarrer de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite en même temps. Je ne sais pas comment on va faire. Il y a un seul homme là-bas, donc Raphaël Cognet, qui est président de Grand Paris Cinémas, de la communauté urbaine, et accessoirement maire de Mantes-la-Jolie. Accessoirement. Ensuite, donc la vice-présidente du Conseil général des Hauts-de-Seine, Conseil départemental. Conseil départemental. Vous voyez, avec le vieillissement, je suis resté à ce qu'il y avait il y a 30 ans du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et Madame la vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines. Je vais être assez bref, parce que c'est important. Donc je vois Raphaël Cognet qui se dit, s'il dit bref, il va peut-être faire 1 heure. Non. Tout d'abord, c'est le 4e salon de l'autonomie, donc c'est important. Mais quand on dit l'autonomie, c'est avec le E, justement, du numérique. Alors je crois que vous allez avoir quand même 2 journées. C'est un peu particulier cette année parce qu'on a quand même un ennemi qui est là, qui s'appelle le Covid. Mais par contre, je tiens à vous remercier quand même d'être aussi nombreux présents et qu'il y ait autant d'exposants parce que c'est vrai qu'il y a toujours des craintes en tant que telles. Alors, sur les sujets que vous allez voir, je pense qu'il y a pas mal de sujets qui sont très intéressants, notamment sur le logement, sur le numérique, mais surtout, la réflexion qu'on se doit de mener tous, c'est comment on voit. Comment nous pourrions voir, éventuellement on est en 2020, c'est comment peut-on envisager ce que j'appellerais l'autonomie de la dépendance en 2030. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est loin, 2030, mais c'est là demain. Et aujourd'hui, ce qui n'en prend pas de décision, si on n'essaye pas non plus, aussi bien dans les départements, les communes, les régions, l'État français et bien évidemment l'Europe, il est évident qu'à un moment donné, ça nous reviendra en boomerang, le problème de la dépendance. Alors, je ne parle pas que pour nous, parce que dans 20 ou 30 ans, certains seront dépendants, dans d'autres, ça sera peut-être dans 40 ou 50 ans, mais ce n'est pas neutre d'y penser maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut véritablement que sur ce secteur, parce que c'est un secteur où pendant très longtemps, quand on parlait du vieillissement, on avait des organisations qui étaient avec des centres d'action sociaux, mais rappelons-nous que ces centres d'action sociaux, c'était des associations de bienfaisance au départ. Et donc, il faut dépasser cette notion d'association de bienfaisance à une organisation, mais vraiment méthodique, de l'ensemble de l'approche par rapport à la dépendance. Alors, c'est vrai qu'aussi, un enjeu qu'il va y avoir, c'est quel est le socle minimum que nous ferons par rapport à cette dépendance pour tout citoyen ou citoyenne de notre pays. Ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'on pourrait avoir aussi des systèmes complètement variables en fonction, éventuellement, des revenus, en fonction aussi de la nature de la famille. Et donc, il est important de définir cette notion de socle. Après, il est normal, à partir d'un socle, il peut y avoir des options où chacun peut éventuellement avoir plus de prestations selon ce qu'il demande. Il est évident que demain, selon les revenus, selon là où vous habitez, vous pouvez demander plus. Mais le point important, c'est comment tout citoyen et citoyenne dans notre pays a une égalité par rapport à un socle. Ça, c'est important. Alors maintenant aussi, ce qu'il faudra revoir très certainement, et ça va être plus compliqué, c'est ce que j'appellerais le parcours de la dépendance. Parcours de la dépendance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut bien y penser. Quand on est dépendant. Comme ça. Progressivement, on nous crée une indépendance à un certain âge, et puis à la fin de vie, on refait un parcours inverse où on peut arriver jusqu'à la dépendance. Alors, je ne vais pas vous faire un schéma, parce que ça serait peut-être un peu... Mais on peut démarrer avec des couches et on peut finir avec des couches. Donc, c'est la notion de la dépendance. Non, mais je vous... Mais c'est vrai parce que c'est quelque chose que j'avais dit une fois à un ancien préfet, le Bernard Niquet, à son âme, et il lui avait dit, vous me prévoyez un grand avenir. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas un grand avenir, ça peut vous arriver, ça pourra vous arriver. Et donc là-dessus, c'est bien évidemment, il va falloir qu'on réfléchisse au maintien à domicile. Et c'est la notion de ces maintiens à domicile. Ces notions, bien évidemment, ça peut être chez soi, ça peut être éventuellement à plusieurs, dans une colocation, ça peut être éventuellement dans un autre système, sur du vertical, ce que j'appelle les immeubles, sur de l'horizontal, le pavillonnaire. C'est comment on assurera le maintien à domicile. Et le maintien à domicile, je pense qu'aujourd'hui, la nuit, on peut avoir une petite sonnette pour dire attention, je ne vais pas bien. Peut-être que demain, ça sera autre chose. Ça sera peut-être des systèmes vidéo, ça sera peut-être d'autres systèmes. Parce que nous n'aurons pas tous les EHPAD du monde, nous n'aurons pas toute l'organisation du monde pour éventuellement être quelque part dans lequel on prenne vos dépendances. Donc ça veut dire que le point important, c'est cette notion d'autonomie dans la dépendance.
C'est vraiment important. Et je le vois en ce moment, moi je suis en train de le traiter avec un membre de ma famille. Quand on dit à la personne, vous allez aller éventuellement à l'hôpital. Quand on dit à la personne, vous allez peut-être aller sur des soins intensifs, souvent les gens sont dans le déni. Et ça se comprend. Parce que quitter sa maison, quitter son lieu où il y a une vie, pour passer dans un lieu qui n'est pas dans le même système de vie, malgré que les aides-soignants, malgré que les infirmières, tout le monde est bien, eh bien, ce n'est pas quelque chose où il y a une dépendance morale. Donc, finalement, dépendance physique, dépendance et indépendance morale, mais surtout un point, je pense qu'à l'ère du numérique, il faut qu'on travaille pour voir comment le numérique peut être un complément, sachant qu'il faut aussi privilégier les humains. Voilà, c'est tous les enjeux de ce salon de l'autonomie, tous ces enjeux aussi de l'activité. Et puis vous savez, dernièrement, je disais à des syndicalistes, même des syndicalistes assez révolutionnaires, je leur disais, c'est le système de 4 temps. Alors c'est pas de la chimie, hein, minérale ou organique. Les 4 temps, au début, on essaye d'avoir une activité. Après, éventuellement, c'est la période où on arrête son activité, puis on a l'impression qu'on peut faire des croisières, qu'on peut faire des sauts périlleux. Et puis le 4e temps, c'est là qu'on va vers la dépendance totale. Et donc, c'est ce système de 4 temps qu'il faut voir, et ce système aussi où il faut raisonner différemment par rapport aux caisses de retraite, par rapport aux gestions financières, par rapport aussi à la famille, parce qu'il y en aura une évolution de la famille, de plus en plus de membres de votre famille circulent, se déplacent, et on ne vit pas nécessairement à côté de ses parents. Donc, bon salon, et surtout, même les idées les plus folles, dites-les, parce que c'est important, à un moment donné, de savoir bousculer les choses. Merci. Alors, je vais d'abord passer la parole à un homme. Raphaël. Oui, mais tu passes la parole, mais pas le micro, François, parce que je vais faire beaucoup plus long que François Garret. Pour remercier évidemment INVI de l'organisation de ce salon, remercier les 2 vice-présidentes du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine de nous faire l'honneur d'être avec nous, et puis François Garret, président d'INVI, maire des Mureaux, vice-président de la communauté urbaine. Enfin, la journée n'y suffirait pas. La question est surtout pour moi de vous expliquer pourquoi la communauté urbaine soutient INVI et soutient ce salon. On a une demande sociale qui est de vivre à domicile le plus longtemps possible. Cette demande sociale, elle a pour conséquence des besoins en matière d'innovation autour des sujets d'autonomie, comme le disait François Garret. Et donc, la communauté urbaine essaye de participer modestement à la structuration locale de cette filière, par 2 biais, en s'appuyant sur des partenaires comme INVI, qui sont des associations spécialisées sur la question des métiers de la dépendance, de l'aide à la personne, et en même temps en propre, par son propre système économique, et notamment je pense à l'incubateur Picube qui est à Mantes-la-Jolie, et qui nous sert à couver des projets, notamment autour des questions d'autonomie. Donc, ce qui fait qu'on a une complémentarité entre ce qui est capable de faire le secteur associatif et ce qui est capable de faire le secteur privé, l'un intervenant en expertise pour l'autre et en confrontant ce que disait François, c'est-à-dire les bonnes idées avec les réalités du business, parce que le but quand même de tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, tout ça s'équilibre financièrement, sinon ça ne marchera pas, et ça ne peut pas marcher que sur de l'argent public. Voilà comment on structure cette chose-là, et cette chose-là donne des résultats, des bons résultats. Il y a 3-4 ans, quand on parlait de Mantes-la-Jolie, du territoire de la communauté urbaine, c'était très associé à la vallée de l'automobile. Et nous sommes une région industrielle basée sur l'automobile. Mais ce dont on s'est aperçu aussi, c'est qu'on avait une filière qu'on n'avait pas forcément identifiée au départ, mais comme étant extrêmement innovante et extrêmement créatrice de valeur. Je pense à la fabrication de médicaments, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'autonomie. Donc ça veut dire que notre boulot à la communauté urbaine, c'est de faire en sorte que ces gens-là se rencontrent et puissent s'apporter des expertises mutuelles. Pour des projets concrets, j'en citerai 2 et je terminerai là-dessus. On a un projet aujourd'hui autour des questions de comment prendre les médicaments dans les boîtes pour les personnes autonomes, enfin non autonomes, et comment les accompagner là-dessus. Et puis aussi des projets autour de la téléconsultation et voir comment on peut améliorer les choses dans la matière pour éviter aux gens de se déplacer, surtout les gens dépendants. Voilà. 2 projets très concrets qui sont nés d'une confrontation entre des besoins des personnes, un monde associatif qui connaît ses besoins et des entreprises privées qui doivent y répondre de façon économique. Voilà la raison de ma présence ici. C'est un beau salon. C'est bien qu'il se tienne aussi dans ces conditions parce qu'on a quand même une 50aine d'exposants qui montrent que ça marche et qu'il y a une vraie demande. Et puis, l'idée, c'est vraiment, comme le disait François, qu'on fasse éclore un maximum d'innovations et surtout qu'on trouve un équilibre économique à un certain nombre d'innovations qui seront sans doute dans nos maisons dans les 30 prochaines années pour nous aider à vivre plus longtemps chez nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre accueil et merci de cette organisation.
Je vais me mettre là, moi ça sera plus facile avec mes papiers. Bonjour Monsieur le maire, Monsieur le Président, chère Marie-Laure, vice-présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Je suis aussi, moi aussi très contente qu'on ait pu maintenir l'organisation de ce salon qui a une portée très 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 importante aujourd'hui. C'est la 4e édition qui inscrit définitivement ce salon dans le paysage de l'innovation au service de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap également. La prévention, la compensation de la perte d'autonomie, la lutte contre l'isolement, la coordination des acteurs, ce sont des domaines dans lesquels les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont vraiment investi depuis longtemps et qui s'illustrent dans cet événement. Itonomie, c'est un événement, certes, mais c'est avant tout et surtout un accélérateur de projets. En 2019, on a eu 34 porteurs de projets qui ont bénéficié d'un accompagnement qui était adapté à leurs problématiques de développement. En 2020, cet appel à projets que nous avons lancé s'enrichit de nouveaux moyens pour rendre l'accompagnement encore plus performant de ces entreprises innovantes. Des diagnostics de compétences, des programmes d'immersion dans les établissements, les ESMS, des interventions d'experts, des aides à la conduite de projets et même la mise à disposition d'un Living Lab. Nous voulons donner, vous l'aurez compris, une impulsion majeure à l'innovation dans la prise en charge de la perte d'autonomie. C'est vraiment l'enjeu de ces prochaines années, nous l'avons tous exprimé. Ce salon va également être l'occasion de lancer cette nouvelle agence de l'autonomie que nous présenterons demain à Madame la Ministre. Jusqu'à maintenant, vieillir en établissement, c'était la règle. On finissait forcément sa vie dans un établissement, dans un EHPAD. C'était trop difficile et pas assez sécurisé de rester vieillir chez soi. La crise sanitaire nous a montré toutes les failles qu'il pouvait y avoir dans cet accueil collectif en établissement. Donc maintenant, on a décidé d'inverser la règle. C'est le domicile qui devient la règle et l'établissement l'exception. C'est cet état d'esprit-là qui nous a guidés dans nos 2 départements ensemble pour créer l'agence de l'autonomie en ligne avec les aspirations des Français qui, vous le savez, à 97% souhaitent rester vieillir chez eux. Alors on n'attend pas que la loi Grand Âge et Autonomie soit votée. Les départements anticipent. Aujourd'hui, le monde de l'accompagnement, il est complexe, il est incompréhensible pour les usagers, il est organisé en silos avec des financeurs qui sont nombreux, vous le savez tous. L'agence de l'autonomie va donc créer un guichet unique pour centraliser les problématiques liées au maintien à domicile et surtout sécuriser ce domicile. Le logement, les déplacements, les soins, la nutrition, l'accompagnement social, la lutte contre l'isolement, tout ça, ça va rentrer dans le champ. Le rôle d'Itonomie, c'est d'encourager les innovations pour permettre ce maintien à domicile dans tous ces domaines et d'être une vitrine pour tous les acteurs du secteur. L'implantation aux Mureaux d'Itonomie n'est pas neutre. Ça se situe au cœur d'un projet Itonomie de territoire où il y a un pôle d'excellence sur le sujet de l'autonomie et où convergent plusieurs projets structurants d'innovation sociale en termes de formation, vous savez, avec le campus des métiers, la recherche et développement et des pôles d'expertise. Alors, quand les innovateurs et les entrepreneurs sont réunis dans un même espace, ça contribue souvent à la fluidité des idées et ça multiplie la créativité. Donc, on compte sur vous tous pour réenchanter notre vieillesse et c'est ça le challenge qui vous est donné aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue aux Mureaux et un bon salon. Bien, bonjour à tous. Vous savez, et Marie-Hélène vient de le rappeler, que de longue date, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont favorisé le soutien à domicile et développé une offre en EHPAD de qualité. Des initiatives fortes ont été prises en faveur des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Je peux vous donner quelques exemples, notamment le transport des personnes à mobilité réduite, nos PAM 118 et 92,
les plateformes de professionnalisation des SAD et des milliers de places en établissements médico-sociaux qui ont été créés pour répondre aux besoins et attentes des personnes. C'est vrai que dans les Hauts-de-Seine, je crois que nous sommes le département, ou tout du moins un des départements, dans lequel l'espérance de vie est l'une des plus élevées de France. Donc il s'agit vraiment de répondre au mieux à cette population. La crise sanitaire, tu l'as dit tout à l'heure, Marie-Hélène, nous a montré les failles dans nos établissements, mais elle nous a aussi montré que les personnes vivant à domicile, je mets des guillemets, auraient été mieux préservées que celles qui résidaient en structure collective. Il apparaît donc vraiment très très important d'investir davantage ce domaine en créant des conditions pour faire évoluer l'offre en lien avec les politiques logement et insertion des départements et ainsi favoriser l'aménagement social de nos territoires. Afin d'apporter une réponse concrète à ces enjeux, gagner en réactivité et en innovation, nos deux départements donnent une implantation nouvelle à la politique d'autonomie en créant, tu lui en as déjà parlé Marie-Hélène, l'agence interdépartementale de l'autonomie. Les objectifs de cette agence sont les suivants: faire émerger une plateforme de services qui aura pour ambition de délivrer des services lisibles, accessibles et de qualité, à la fois pour les usagers bien sûr, et également pour les opérateurs, en fédérant les acteurs du sanitaire, du médico-social et du social. L'agence a également pour objectif de favoriser la création d'emplois et de valeur économique, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur le maire, contribuant ainsi à développer l'attractivité du territoire et à œuvrer activement à la qualification et à l'insertion des bénéficiaires du RSA, en lien avec l'agence d'insertion Yvelines Hauts-de-Seine. Donc pendant ces 2 jours, vous pourrez apprécier la pertinence des dispositifs proposés afin de bien vieillir à domicile. Moi, je suis certaine que cette 4e édition du Salon Autonomie va encore nous surprendre par la créativité des exposants. En tous les cas, moi, j'ai hâte d'aller les découvrir en votre compagnie. Je vous remercie.